remercier Monsieur le maire, bonsoir, et la municipalité pour la salle. La naissance des pivoines bleues. Le Téléthon de Saint-André-les-Alpes a été lancé par Jacqueline Michel en 1998. De la volonté d'une poignée de bénévoles, le 22 septembre 2009, les pivoines bleues de Saint-André-les-Alpes sont nées. Cette association à but culturel a repris l'œuvre de Jacqueline Michel, le Téléthon. C'est ainsi que, pendant 3 mois, chaque année, les pivoines bleues préparent le Téléthon avec cœur et enthousiasme. C'est un travail énorme. Ils ont versé en 4 ans à cette association caritative 50 000 €. Je voudrais qu'on les remercie pour leur dévouement. Il y a 2 ans est venu se greffer un atelier de théâtre que je vous présente ce soir. Je voudrais à ce sujet dire merci à M. Boris Pougnet de Torambas pour nous avoir aidés en nous prêtant la salle de la mairie lorsque nous en avions besoin. Merci à lui. Vous avez dû trouver sur vos sièges une sorte de sondage. À l'entracte, après avoir rempli ces papiers, nous vous demandons d'avoir la gentillesse de les déposer sur la table qui se trouve à l'entrée. Et n'oubliez pas surtout de rallumer vos portables à la sortie. Nous allons nous présenter Molière et les autres. Je vais faire un tout petit récapitulatif afin un peu de culture, un petit moment de culture. Molière Jean Poquelin, que l'on appellera Jean-Baptiste, et qui sera Molière, est né à Paris le 15 janvier 1622. Fils du tapissier du roi, licencié en droit, il renonce à reprendre l'affaire paternelle et fonde l'illustre théâtre. Sous la protection du roi, il donne entre 1666 et 1671 ses grandes comédies. Le Misanthrope, l'Avare, Tartuffe, le bourgeois gentilhomme et les fourberies de Scapin et tant d'autres. Le malade imaginaire viendra plus tard, en 1673, année de sa mort. Pièces qui lui permettent d'user du ressort de la comédie pour façonner des personnages aux traits éternels. Ce sont 5 extraits de 3 de ces comédies que nous vous présentons ce soir. Et nous allons commencer par le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme fut représenté pour la première fois le 14 octobre 1670 devant la cour de Louis XIV. Concrètement, le bourgeois gentilhomme présente la vie de M. Jourdain qui entend acquérir les manières et coutumes des gens de qualité. Le bourgeois gentilhomme est une critique cachée de l'hypocrisie de son époque. Son époque, à mon avis, c'est pas si bon. Acte 3, scène 3. M. Jourdain, qui veut montrer à sa femme et à la servante Nicole ses connaissances nouvelles, réussit seulement à se couvrir de ridicule. Madame Jourdain reproche à son mari de fréquenter les nobles et de ne pas s'occuper du mariage de sa fille. Monsieur Jourdain, Pascal Prato. Madame Jourdain, Michel Serrano. Nicole, José Cole. Je vous demande de les encourager, car pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont nous faire. Mais vous moquez-vous du monde de vous être fait en harnacher de la sorte. Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à 7 heures. Il y a longtemps que vos façons de vivre donnent à rire à tout le monde. Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est si en carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Madame me parle bien.
Et je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter vos planchers que vos beaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours. Oui, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Mais Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire de mon maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison et nous déraciner tous les carreaux de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorants, l'une et l'autre. Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Assurément, vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oh oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne les guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons? Eh non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? mais cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorant. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi? Sais-tu bien ce qu'il faut faire pour dire un U? Comment? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, Qu'est-ce que tu fais? je dis U. Mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Mais je fais ce que vous me dites. Oh! L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu allonges tes lèvres en dehors. Tu approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu? 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 Je fais la moue. Oui, cela est beau. Cela est admirable. Oh. Et c'est bien autre chose. Et si vous aviez vu oh, et tata, et papa. Mais qu'est-ce donc que tout ce galimatia-là? L'Avare est une comédie en 5 actes écrite en prose. En prose. Elle est représentée pour la première fois en septembre 1668 au théâtre du Palais Royal par la troupe du roi. L'intrigue se déroule à Paris. Il raconte comment Harpagon, vieux bourgeois obsédé par l'argent, fait obstacle aux projets sentimentaux de ses 2 enfants, Élise et Cléante. Ceux-ci obtiennent finalement gain de cause grâce à un coup de théâtre qui advient au dernier acte. Dans l'acte 2, l'intrigante Frosine entre en scène. Elle persuade Harpagon que Marianne est une femme qui préfère les hommes âgés et qu'elle serait disposée à se marier avec lui. L'Avare est ennuyé par le manque de fortune de la jeune femme. Mais Frosine le convainc qu'une personne pauvre qui ignore les dépenses ne peut que lui convenir. Elle veut se payer de ses services, mais Harpagon élude et s'en va.
Frosine, Francine Dumec. Harpagon, Pascal Serrano. Lava. Qu'est-ce, Frosine? Mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout de bon? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal, que je crois. Vous moquez-vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément. Vous en avez toutes les mains. Prenez-vous un peu. Oh, mais que ne vois-je donc là entre vos deux yeux? Un signe de longue vie. Tu connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Tant mieux! Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne vienne à vous? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine. Et me l'a confié pour cela. Mais, Rosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu? Qu'elle fit quelque effort? Qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on pas une fille sans qu'elle n'apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Habituée et élevée dans une grande épargne de bouche. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté, d'une élégance pour simple habit. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. C'est une raillerie que de vouloir me constituer sa dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Et je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Il faut bien que je touche quelque chose, en fait. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien. Vous saurez le maître. Il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, et j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez
les entendu parler là-dessus. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore, qu'étant près d'être mariée, elle rompit tout net le mariage, sous prétexte que son amant, son futur époux, fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Elle est pour les nez qui portent des lunettes. Un extrait de l'avare. L'avare surprend son fils en train de baiser la main de Marianne. Soupçonnant une intrigue, il feint d'avoir renoncé, je bafoue plus que vous avez remarqué. Soupçonnant une intrigue, il feint d'avoir renoncé à la jeune fille pour inciter Cléante à lui confier ses véritables sentiments. Le jeune homme tombe dans le piège et avoue à son père qu'il est amoureux de Marianne et qu'il lui a fait la cour. Harpagon, furieux, chasse son fils après l'avoir déshérité et maudit. Mais la flèche a dérobé la cassette d'Harpagon. L'avare s'est aperçu du vol. Affolé, désolé, furieux, assoiffé de vengeance, il exprime dans un monologue comique des sentiments qui le bouleversent. Acte 4, scène 6. Les voix off, Pascal Prato et Nicolas Giraud. Excuse-moi, Nicolas. Dans le rôle d'Harpagon, Pascal Serrano. Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Avant mon argent, coquet! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. En effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Vous présenter la dernière pièce de Molière, Le Malade imaginaire. Le Malade imaginaire est la dernière comédie écrite par Molière, représentée au théâtre du Palais Royal le 10 février 1673. Un mariage arrangé, des amours contrariés, une belle-mère stupide et un bourgeois abusé par des imposteurs. Molière a réuni tous les ingrédients d'une comédie réussie. À la 4e représentation, Molière jouait le rôle d'Argan, mais il devenait mourant et s'efforçait de cacher sa douleur en souriant. Les autres comédiens comprirent que Molière était vraiment mal en point. Ils fermèrent les rideaux et Molière s'évanouit. Les médecins l'amenèrent chez lui où il mourut le 17 février 1673. Argan, le malade imaginaire,
pour s'assurer des secours contre la maladie, veut marier sa fille, Angélique, malgré elle, à M. Thomas Diafoirus, le fils de son médecin. Heureusement, celle-ci trouve un puissant auxiliaire dans sa servante Toinette, qui ne craint pas d'affronter le courroux d'Argan et même de Béline, sa seconde femme. Pour s'opposer à ce ridicule mariage, allez voir l'acte 1, scène 2 de l'acte 1. Argan, Pascal Prato, Toinette, José Coll, le malade imaginaire. Vous auriez fait ce dessin burlesque avec tout le bien que vous avez. Vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mets-tu, coquille? Impudente que tu es. Oh, mon Dieu, Toutou, vous allez d'abord vous avertir. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? La raison est que me voyant malade et infirme comme je suis, je veux me faire un gendre des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. D'abord dans ma famille, les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade, impudente? Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. Et plus malade que vous ne le pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser la main pour elle. N'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira pas? Non. Ma fille? Votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus intéressant qu'on ne pense, Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bons livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour cette fée si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux moi que cela soit. Et fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Eh non. Pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra. Je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Dans l'acte 2, scène 5, vous allez assister à la réception que donne Argan à M. Diafoirus, médecin, et à son fils Thomas Diafoirus, ridicule et hébété par son père. Argan, Pascal Prato. M. Diafoirus, le médecin, devinez? Pierre-Jean Guenbeau. Thomas Diafoirus, Nicolas Giraud. Pas Nicole, Nicolas Giraud. Toinette, José Coll. Angélique, Myriam Collat. Le malade imaginaire. Pour vous maintenant. Et je me dédie de tout ce que je vous disais hier. Voici Monsieur Diafoirus père et Monsieur Diafoirus fils qui viennent vous rendre visite. Oh, comme vous serez bien engendrés. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée de lui. Allons, qu'on se range. Les voici.
cristal. Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois monsieur... Nous venons ici, monsieur, avec beaucoup de mon joie. fils Thomas et moi, Mais vous savez, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade, que dans les choses qui dépendent qui ne peut faire autre chose de même qu'en tout autre, que de vous dire ici, nous serons toujours prêts, monsieur, qu'il cherchera toutes les occasions de vous faire connaître. Et j'aurais souhaité de la grâce de pouvoir aller chez vous, nous vous serons pour vous en prêts, assurer. monsieur, à vous témoigner de notre zèle. Allons, Thomas, avancez, faites vos compliments. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré. Mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles. D'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse, cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance, mes très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Cela a-t-il bien été, mon père? Optime. Allons, saluez monsieur. Baiserai-je? Oui, Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Mais ce n'est pas ma femme à qui vous parlez, c'est ma fille. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même me songe, animé d'un doux transport, à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne notre gloire que d'être toute sa vie votre très humble, très obéissant, très fidèle, serviteur, héroïne. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses, assurément. Ce sera quelque chose d'admirable si tu es aussi belle pure
avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir le dossier. Marino, je vous demanderai encore quelques petites secondes pour vous lire un petit poème de fin de séance théâtrale. Vous reconnaîtrez probablement à qui il est destiné. Peut-être. Vous verrez bien. On pourrait dire de Jacqueline que c'est un poème. Et il a fallu user de mains et mains stratagèmes dans le but d'éviter toute scène de ménage lorsque par hasard avaient lieu des bavardages. Notre troupe de gentilles dames et de gentilshommes a frôlé parfois l'ulcère du duodénum. N'étant pas toujours des malades imaginaires, on risquait même quelquefois la fuite urinaire, faisant craindre de jouer les fugueurs et les fugueuses. Oui, mais faisons fi de ces risques de miction impérieuse, car Jacob de Conseil n'a pas été avare, bien que n'épargnant pas nos glandes sudoripares. Mais c'est le don de Jacqueline, et non d'Adèle, qui a su nous rendre un peu opérationnels. Et nous tenons à remercier ces messieurs et dames d'être venus partager avec nous l'ouvrage d'une dame. Merci beaucoup. Comédiens qui sont devenus des copains et des amis, dire bravo. Bravo pour le travail qu'ils ont donné, en tout point de vue, pour organiser les salles, pour trouver les décors, pour les accessoires et tout. Et bravo pour leur travail. Et croyez-moi, je leur en ai fait baver. Merci.